Chapitre 1. Votre Majesté. Cela faisait bien longtemps que la ville de Londres n'avait pas vu le moindre rayon de soleil. Et en cette longue nuit de septembre, comme lors de toutes les nuits qui l'avaient précédée, une pluie torrentielle tombait sur les toits, ruisselait le long des vitrines vandalisées et des volets brisés par les ouragans, puis serpentait dans les rues désertes pour se jeter dans la Tamise. Les habitants de Londres semblaient avoir déclaré forfait et abandonné leur ville aux mains de forces obscures. Dans les rues, en dehors des gémissements du vent qui montait à l'assaut des immeubles et du crépitement féroce de la pluie, aucun son n'était audible. Les quelques silhouettes qui prenaient le risque de sortir à cette heure tardive cheminaient au ras des murs, le souffle court, en jetant en permanence des coups d'œil furtifs autour d'eux. Et pour cause. Depuis quelques semaines, de mystérieuses agressions s'étaient à nouveau multipliées après une accalmie de courte durée. Évidemment, la pluie diluvienne et l'inquiétude n'épargnaient rien ni personne, pas même la splendide résidence de Buckingham Palace. Dans les appartements de la reine, la pluie frappait aux carreaux avec la même force que dans les habitations voisines, et personne, ces jours-ci, ne songeait à apprécier le luxe qui les entourait. La chambre de la reine se trouvait au fond d'un interminable corridor tapissé de bleu, derrière une formidable porte en chêne. À une époque bénie, malheureusement lointaine, la reine aurait dû être en train de dormir paisiblement. Mais le chaos ambiant en avait décidé autrement. La reine, vêtue d'une longue robe de flanelle rose, était penchée sur son petit bureau de bois verni. Avec un flegme remarquable, elle s'appliquait à répondre aux montagnes de lettres catastrophées qu'elle recevait de ses concitoyens. Elle priait chacun de garder leur calme et leur assurait que le gouvernement faisait de son mieux pour reprendre le contrôle de la situation. En la voyant écrire aussi posément, il était difficile de deviner à quel point elle bouillonnait intérieurement. En effet, les dernières nouvelles du pays venaient de lui parvenir et n'avaient rien de réjouissant. Déjà quelques semaines plus tôt, des ouragans meurtriers avaient commencé à éclater partout sur le territoire, déracinant les arbres, arrachant les toitures, provoquant d'horribles blessures sans que personne ne soit en mesure d'expliquer ce phénomène. Et voilà que des infrastructures diverses, des ponts, des usines, des mairies, étaient victimes d'explosions aussi violentes que mystérieuses. On avait enquêté sur la composition de la peinture, sur l'instabilité des sols, et bien entendu la piste criminelle avait été explorée, mais sans succès. Évidemment, la reine savait pertinemment de qui il s'agissait, mais elle était dans l'impossibilité de révéler quoi que ce soit à ses concitoyens, ce qui était une position bien plus difficile à tenir que celle de l'ignorance. Il était d'autant plus pénible de supporter cette situation qu'elle ne maîtrisait absolument rien, et que tout ce qui était à l'origine de ce chaos avait lieu dans un monde tenu secret, où elle n'avait absolument aucun pouvoir. Elle devait donc se contenter de donner l'exemple en refusant de céder à la panique et d'attendre que son interlocuteur privilégié du monde magique daigne l'informer de temps en temps de ce qu'il s'y passait. Et justement, au moment où elle consultait son horloge, un crépitement familier parvint à ses oreilles. Des flammes vertes et brillantes jaillirent dans l'âtre de la cheminée, sous le manteau de marbre, et un homme de belle stature s'avança sur le tapis ancien. Il était vêtu d'une longue cape noire et coiffé d'un chapeau assorti, et il tenait dans la main un étrange cylindre de bois, mince et allongé. « Bonjour, » dit la voix bourrue de Harold Mitchum, le ministre de la Magie. La reine continua d'écrire. Tellement impassible, qu'Harold Mitchum crut qu'elle ne l'avait pas entendu. « Bonjour. Une petite seconde, je vous prie. » La reine signa la lettre qu'elle venait d'écrire et la plaça dans une enveloppe qu'elle frappa soigneusement du sceau royal. Puis elle se tourna vers Harold Mitchum, qui semblait fâché d'avoir dû patienter. « Je viens, Mr. Mitchum. Sachez que je n'apprécie pas beaucoup votre façon de rentrer chez moi à l'improviste. » coupa la reine, les mains posées sur ses genoux. « Votre prédécesseur n'était pas très chaleureuse, mais au moins elle ne me rendait pas visite à des heures inconvenantes. Imaginez que quelqu'un nous surprenne. » « Aucun risque, » grogna son interlocuteur. « J'ai équipé cette pièce d'un sortilège d'impassibilité. Personne ne peut nous entendre.
et de toute manière, je transplanerai au moindre bruit. Un peu pincée, la reine tourna son siège pour se tenir bien droite face au ministre de la Magie. Je vous en prie, asseyez-vous, dit-elle en désignant un fauteuil moelleux. Je ne vous offre pas de thé, je n'en bois jamais après 15 heures. Mon majordome serait perturbé dans ses habitudes. Oui, oui, aucun problème, dit Harold Mitchum avec un geste d'impatience. Un biscuit, peut-être. Eh bien, oui, ce n'est pas de refus. Après tout, ça ne peut pas me faire de mal, après cette journée cauchemardesque. La reine ouvrit un petit réceptacle en argent posé sur la table et offrit un biscuit sec au ministre de la Magie. Depuis le début de son règne, elle en avait vu défiler nombre d'entre eux. Des hommes, des femmes, des petits, des nerveux, des sages, des courageux. Harold Mitchum lui avait rendu visite pour la première fois peu après Noël, lorsque Genia Jenkins avait été contrainte de démissionner. Les différents ministres de la Magie ne s'étaient révélés qu'à elle, ainsi qu'au Premier ministre. En temps normal, chacun dirigeait son propre monde sans s'occuper de l'autre, les ministres de la Magie ne leur rendant visite qu'en cas d'événement risquant d'affecter la population non magique. Et hélas, depuis plusieurs années, ces rencontres avec le ou la ministre de la Magie étaient devenues de plus en plus fréquentes. « Eh bien, Mr. Mitchum, quelles nouvelles me portez-vous » demanda poliment la reine. « Des mauvaises, j'en ai bien peur, » soupira-t-il en mâchant son biscuit. La reine écouta patiemment le ministre de la Magie lui raconter ses déboires. Voldemort et ses complices ne cessaient de leur filer entre les mains et continuaient de semer la mort et la désolation sur leur passage, désespérément insaisissables. La brigade de la police magique piétinait, assaillie de fausses pistes. Mitchum avait la preuve que de nombreuses informations confidentielles fuitaient du ministère, sans pouvoir identifier les origines de ces divulgations. Et surtout, il y avait le problème de l'Imperium, un sortilège qui pouvait soumettre le plus fidèle des aurores aux ordres des mange-morts et lui faire commettre des dégâts considérables. À une époque lointaine, mes prédécesseurs jugeaient ce sortilège trop dangereux pour informer les jeunes sorciers de son existence, se désola Mitchum. Ils se sont battus pour que ce sortilège disparaisse des manuels. Mais évidemment, ceux qui étaient mal intentionnés s'en sont emparés, et le reste de la population est mal informé à son sujet, ce qui la rend encore plus vulnérable. D'ailleurs, vous-même êtes dangereusement exposé. Aussi, dès demain, nous vous enverrons 2 nouveaux majordomes, oui, des sorciers bien sûr, pour patrouiller dans vos couloirs et repérer ceux qui pourraient avoir un comportement suspect. Tout en l'écoutant parler, la reine observait attentivement la mine terne et le visage flétri du ministre de la Magie, bien différent de l'allure assurée qu'il arborait quelques mois plus tôt lors de leur première rencontre. Harold Mitchum prenait alors des airs de héros. Il avait succédé à Eugenia Jenkins rempli de confiance, persuadé que grâce à ses compétences hors du commun, il parviendrait à vaincre Voldemort aisément. Mais hélas, il avait vite déchanté. En effet, tout cela est très fâcheux, concéda la reine lorsque Mitchum eut achevé son récit. Elle avait dit cela très calmement, comme si on venait de lui annoncer que son vermouth préféré était en rupture de stock. « Vous prenez ça bien, dites donc, » remarqua Harold Mitchum. « Ça n'est pas le cas de votre collègue, là. »« Vous parlez sûrement de monsieur le Premier ministre, » corrigea poliment la reine. « Oui, si vous voulez. » Harold Mitchum ne semblait pas apprécier que celui qu'il considérait comme son subalterne soit qualifié de premier. « Quand je lui ai raconté tout ça, il est devenu aussi blanc que votre papier moldu. »« Je dois vous avouer que je le comprends, » dit la reine. « J'ai la chance de ne pas avoir d'adversaire politique, mais les siens s'en donnent à cœur joie et prennent un malin plaisir à énumérer tous les événements tragiques qui se sont produits récemment, en arguant que son gouvernement est responsable de chacun d'entre eux. »« Cela nous fait au moins un point commun, » grogna Mitchum. « Et qu'avez-vous envisagé pour remédier à tout cela ? » « Oh, j'ai pris plusieurs mesures. J'ai donné davantage de pouvoir aux aurores et mis fin à de nombreuses obligations administratives. »« N'est-ce pas dangereux ?» osa demander la reine. « Surtout si les aurores sont susceptibles d'être soumis à ce fameux sortilège de l'Imperium, comme vous venez justement de le souligner. Vous ne craignez pas que cette mesure puisse se retourner contre vous ? » « Je dois bien proposer des solutions, » se vexa Mitchum. « J'ai aussi augmenté considérablement le nombre de détraqueurs autour d'Azkaban.
Les détraqueurs? On m'a expliqué que ces créatures se nourrissaient de peur et de désespoir. N'aurait-il pas tout intérêt à favoriser le camp de ce Voldemort, dans ce cas? Au nom de Voldemort, le teint de Harold Mitchum prit une couleur cramoisie. « Je vais y réfléchir, » dit-il à toute vitesse, en regardant vers la cheminée. Sentant que le ministre de la Magie avait besoin de réconfort, la reine se décida à lui parler du seul sujet susceptible de lui apporter un peu d'espoir. « Et, par le plus grand des hasards, auriez-vous découvert l'identité de nos mystérieux sauveteurs ?» À ces mots, Harold Mitchum reprit un peu d'assurance. Depuis plusieurs mois, dès qu'une opération de grande ampleur était planifiée par les Mangemorts, les lieux étaient entièrement évacués quelques minutes avant leur destruction, et ce, pour des raisons tout à fait étonnantes. Quelques mois plus tôt, suite à l'alerte donnée par un ingénieur moldu, un pont entier avait été entièrement évacué juste avant de s'écrouler dans la Tamise. Puis, un peu plus tard, un directeur d'école avait emmené tous les enfants et le personnel en dehors de l'école, prétextant une envie soudaine de les emmener en vacances à l'improviste. Et par une mystérieuse coïncidence, l'école avait explosé quelques minutes plus tard. Les Moldus avaient attribué de fabuleux dons de voyance à l'ingénieur et au directeur, mais le ministère de la Magie n'était pas dupe. Tout comme il savait que les 2 attentats avaient été perpétrés par les mêmes individus, les Mangemorts, il se doutait que ceux qui avaient orchestré leur évacuation faisaient probablement partie d'un seul et même groupe de sauveteurs anonymes. « Non, nous ne savons toujours pas de qui il s'agit, » répondit Mitchum. « Nous pensons que ce sont des espions infiltrés dans le camp de vous savez qui, et qu'ils ne souhaitent se révéler à personne, pas même au ministère. Et à vrai dire, je les comprends. Leur mission n'est pas sans risque et vous savez qui semble avoir des yeux et des oreilles absolument partout. Quoi qu'il en soit, ils continuent d'évacuer les lieux visés par les Mangemorts avant les agressions planifiées et épargnent ainsi des centaines de victimes. Combien sont-ils, d'après vous? Pour être franc, je n'en ai aucune idée, mais leurs actions sont remarquables. Les aurores les ont déjà aperçus avant qu'ils ne prennent la fuite, mais ils utilisent du polynectar. Je vous demande pardon? Excusez-moi, oui, du polynectar. C'est une potion qui permet de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Ah, je comprends mieux, dit la reine. Cela explique pourquoi nous avons retrouvé ce pauvre directeur et cet ingénieur des ponts complètement déboussolé et délesté de quelques mèches de cheveux. Nos mystérieux sauveteurs se seraient donc fait passer pour eux dans le but d'évacuer les lieux visés sans éveiller les soupçons. C'est bien cela, oui. Je vous aurais bien proposé d'essayer, mais son effet sur les Moldus n'est pas connu et je m'en voudrais de vous causer du tort. Enfin, je disais donc que nos bienfaiteurs prenaient l'apparence de Moldus toujours différents. Bien, bien. Tant qu'ils ne font pas de mal à ceux dont ils prennent l'identité, je n'y vois pas d'inconvénient. De toute manière, nous n'avons pas vraiment le choix. En vérité, ces inconnus représentent une des rares lueurs d'espoir qu'il nous reste. Harold Mitchum poussa un long soupir, et la reine en profita pour s'éclaircir la gorge. « À ce propos, monsieur Mitchum, avez-vous réfléchi à ma proposition ?» À ces mots, le visage de Harold Mitchum, qui s'était progressivement détendu au cours de leur dialogue, se referma brutalement. « C'est tout réfléchi, madame, » déclara-t-il sèchement en se levant de son siège. « Je vous ai déjà dit que ce n'était pas envisageable. »« Monsieur Mitchum, ne partez pas encore !» Alors que le ministre de la Magie se dirigeait à grands pas vers la cheminée, la reine serra les poings et haussa le ton, bien décidée à revenir sur la proposition que Mitchum avait déjà écartée à plusieurs reprises. « Monsieur Mitchum, êtes-vous bien certain que les non-sorciers comme moi ne peuvent vous être utiles? Nous sommes bien plus nombreux que vos 2 camps réunis, d'après ce que j'ai compris. Nous possédons des armes. »« Ah, c'est la meilleure, des armes. Sauf votre respect, madame, une seule baguette magique bien maniée suffirait pour démanteler toute votre armée. Non, restez bien tranquille et en sécurité. C'est tout ce que je vous demande. Il serait regrettable pour les Moldus que vous soyez victime d'un quelconque sortilège. Au revoir, madame, et merci pour le biscuit. » La reine eut alors la très nette impression que le ministre de la Magie n'avait pas apprécié d'être placé face à son incompétence. Exaspérée,
Elle le regarda jeter dans la cheminée une poignée de la mystérieuse poudre qui colorait les flammes en vert, avant d'y disparaître sans jeter un regard derrière lui. « C'est bien dommage, » murmura-t-elle pour elle-même en regardant les innombrables piles de lettres qui s'accumulaient sur son bureau. Pourtant, je suis certaine que nous pourrions faire quelque chose pour eux, s'ils acceptaient de coopérer. De nos jours. Des dizaines d'années plus tard, le domaine des Malfoy, encore plus étendu que Buckingham Palace, est silencieux et désolé. Le ciel qui le surplombe s'émiette en flocons sur les ronces qui envahissent le jardin, et la neige recouvre la campagne de son lourd manteau immaculé. Elle étouffe tous les sons, fait ployer les branches et grincer les toits. Dans la tourelle est, où Drago a déjà tant travaillé, l'humidité gagne chaque jour du terrain. Dans le petit bureau où il a initialement choisi de s'installer, il a tout débarrassé. Il ne reste pas un parchemin, pas un encrier, pas le moindre morceau de journal. Seul, posé sous une faiblesse du toit, un seau émet de temps à autre un son cristallin. Il semble répondre, avec mélancolie, aux autres récipients disposés un peu partout dans le manoir, érigés en remparts dérisoires contre l'humidité qui s'infiltre dans chaque faille, ramollit les poutres, dévore insidieusement les murs. Drago, lui, n'entend pas cette étrange mélodie et ne se soucie pas de tout cela. Il se trouve quelques étages plus bas, au rez-de-chaussée, dans l'ancienne bibliothèque de son grand-père paternel, Abraxas Malfoy. Il n'apprécie pas particulièrement cette pièce, dont le sol est tapissé par une dépouille d'ours polaire, encore imprégnée par la malveillance de son ancien propriétaire. Mais la cheminée qu'elle possède est l'une des dernières à ne pas être obstruée, et la taille relativement réduite de la pièce lui permet d'échapper à la température glaciale qui règne dans toutes les autres. Les flammes qui bondissent dans la cheminée projettent des ombres mouvantes sur les murs et redonnent un semblant de vie aux objets qui y sont exposés. Un somptueux piano à queue, un fumsbir finement sculpté, des bouteilles de vin soigneusement délestées de leurs étiquettes moldues, un globe terrestre d'une taille impressionnante, des cartes célestes, des livres anciens gravés de runes inquiétantes. Drago est assis, emmitouflé dans un manteau bien trop grand pour la maigreur de ses épaules. Devant lui, recouvrant toute la surface de l'immense table en bois verni, assemblés en piles et protégés des courants d'air par des presse-papiers ouvragés, s'étalent une quantité impressionnante de rouleaux de parchemin. Tout en frottant ses deux mains l'une contre l'autre pour les réchauffer, Drago s'affaire à classer toutes ses notes avant d'en retranscrire quelques-unes dans le livre épais qui se trouve devant lui. Il est courbé sur la table, intensément concentré. Les taches d'encre se multiplient sur ses mains sans qu'il ne s'en préoccupe. De temps à autre, il s'interrompt, lève la tête, s'interroge sur l'ampleur et sur le caractère dérisoire de ce qu'il fait. Son regard gris pâle balaie pensivement l'ensemble des informations qui s'étalent sous ses yeux. Il y a là des copies d'archives du ministère, des rapports concernant les échanges avec les dirigeants moldus, des coupures de journaux, des actes de décès aux dates bien trop rapprochées. Il y a là les témoignages d'hommes et de femmes, mais aussi celui d'un fantôme, d'un portrait, ou encore d'un valeureux elfe de maison. Par hasard, il s'arrête sur l'un des parchemins, marqué par le sceau du ministère et par l'écriture d'un certain ministre de la magie nommé Harold Mitchum. 27 octobre. Entretien avec la reine Moldue. Est informé de la dégradation de la situation. Pas de signe de soumission à l'impérium. S'obstine d'ailleurs à nous proposer l'aide du peuple moldu, semble persuadé que cela pourrait nous aider. Sécurité de Buckingham assurée par plusieurs aurores. Prochaine visite prévue le 3 novembre. Drago soupire. Chaque note, chaque page pourrait faire l'objet d'une journée de travail. Il pourrait s'attarder sur la manière dont la reine Moldue s'est obstinée à proposer son aide au Premier ministre à chaque entrevue. Il pourrait saluer la patience et la dignité dont elle a fait preuve pendant ces longues années de guerre. Et il pourrait faire de même avec les innombrables sorciers qui ont fait barrage de leur vie pour entraver la marche destructrice des Mange-Morts.
Il sait que s'il le faisait, Scorpius s'intéresserait à chacun d'eux. Contrairement à lui, qui a toujours voulu dissimuler la vérité, aux autres, et avant tout à lui-même. Son fils a toujours été avide de savoir, de comprendre ce qu'il s'était passé pendant ces 2 guerres, quel rôle sa famille y avait joué. Le poids de leur héritage ne l'avait jamais effrayé. Tout jeune déjà, il avait deviné qu'il était nécessaire de le connaître et de l'accepter, afin de mieux s'en défaire. Drago n'a jamais su où son fils puisait cette force, cette sagesse, ce courage. En ce qui le concerne, il en manque cruellement. Il en a toujours manqué. En ce moment même, il se sent écrasé par tous ces noms qui le dévisagent, par le poids de cette sombre époque, marquée au fer rouge par l'œuvre de son père. Il ne sait pas comment rendre hommage à toutes ces vies perdues. Il voudrait pouvoir effacer ces horreurs, faire en sorte qu'elles n'aient jamais eu lieu. C'est d'ailleurs ce qu'il a tenté de croire et de faire croire pendant de longues années. Il a fait semblant, il a prétendu que tout allait bien. Il fallait aller de l'avant, penser à l'avenir. Grâce à Astoria, il a presque réussi à croire à son propre mensonge, pendant un temps, jusqu'à ce que le passé ne le rattrape de plein fouet et que l'avenir ne s'écroule devant lui. Et maintenant, l'imposture est terminée. Il est au bord du gouffre. Certes, il pourrait encore fuir, s'emmurer dans ce manoir sinistre, ne plus jamais donner signe de vie, se laisser engloutir par l'oubli et rejoindre le rang des vieux souvenirs. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'il ferait s'il n'y avait pas Scorpius. Mais Drago ne peut pas se résoudre à l'abandonner au silence. Son fils doit comprendre. Drago lui doit des explications. C'est d'ailleurs la seule chose que Scorpius lui a demandé avant de partir. Drago se raidit en se remémorant le jour où son fils a quitté le manoir et la violente altercation qui les a opposés ce jour-là. Il lui semble que la scène a eu lieu quelques minutes plus tôt, tant ses souvenirs sont encore vifs. Il se souvient du regard blessé de son fils, de sa douleur si profonde, de ses questions si pressantes et si vaines. Il peut encore l'entendre crier « Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas t'aider ? Je veux seulement comprendre ce qui t'arrive !» Le temps est venu pour cela, pense Drago, la gorge serrée. Scorpius mérite toutes ces réponses, et bien plus encore. Il n'a que trop attendu, en plus d'avoir payé le prix fort pour des erreurs qui n'étaient pas les siennes. Il doit savoir d'où il vient. Et en effet, de sa famille maternelle, il a toujours tout su, tout connu. Sa mère si douce, sa tante un peu hautaine, et son oncle odieux, ses grands-parents maternels et le rôle flatteur qu'ils avaient joué pendant la guerre. Les Greengrass ne manquaient jamais une occasion de s'en vanter. Tandis que de son côté à lui, Drago, les questions de Scorpius se sont toujours heurtées au silence. Tout est resté secret, mystérieux, verrouillé. Et à nouveau, Drago balaie du regard les piles de parchemins étalées sur la table. Il y a tant de choses à dire. Et tout cela n'est rien en comparaison des souvenirs qui imprègnent les murs de ce manoir, à commencer par la pièce dans laquelle il se trouve. Drago regarde autour de lui, nerveux. Non, décidément, il n'a jamais aimé cette bibliothèque. Combien de fois son père l'a-t-il convoqué ici pour examiner avec minutie ses notes de fin d'année? Combien de fois Drago a-t-il espéré un geste tendre qui n'était pas venu? Combien de fois son père a-t-il préféré lui raconter avec nostalgie ses conciliabules interminables avec Lord Voldemort? Le bras droit du Seigneur des Ténèbres, Drago. Tu ne peux pas savoir ce que c'était. Non, bien sûr, Drago ne peut pas savoir. Mais il peut imaginer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il fixe le fauteuil qui lui fait face, remonte des dizaines d'années en arrière, son esprit efface l'humidité sur les meubles et les parchemins étalés sur la table, redonne de l'éclat aux lustres et aux chandeliers, de la couleur aux tapisseries tendues sur les murs. Et grâce au miracle de l'imagination, son père est face à lui. Il est si jeune, plein de fougue, d'ambition et de ruse. Vêtu de somptueux habits, manipulant avec aisance le fumsbir et les cartes célestes, discutant avec passion. Drago n'est pas encore né.
Lucius a reçu la marque des ténèbres quelques mois plus tôt, et il dirige le monde depuis cette petite pièce. Derrière lui, épinglés au mur, se trouvent des portraits de futures victimes que Drago ne connaîtra jamais. Évidemment, c'est au Seigneur des Ténèbres que Lucius parle avec tant d'animation. Mais Drago ne veut pas imaginer le visage de celui-ci. Les quelques souvenirs qu'il en a l'effraient encore trop. Il se concentre sur son père. Drago se le représente si bien, avec ses yeux gris pâles et ses cheveux blonds, son visage si semblable au sien, qu'il lui semble qu'il pourrait le toucher. Il aimerait surtout lui parler, l'avertir de ce qu'il est en train de faire, en train de préparer. Lui dire que Voldemort, derrière ses sourires, ses flatteries et ses paroles amicales, sera bientôt celui qui le tourmentera avec la pire des cruautés. Oui, Drago aimerait surgir devant son père, dans cette scène qui a sûrement eu lieu des dizaines de fois, et le convaincre de tout arrêter, malgré son ambition dévorante, malgré son désir désespéré d'obtenir enfin la gratitude et la reconnaissance de son père à lui. Bien sûr, tout cela est impossible. D'ailleurs, Lucius ne le croirait probablement pas, tel qu'il était à l'époque, aveuglé par l'admiration et la confiance absolue qu'il portait en Voldemort. Non, décidément, il n'aurait jamais pu prendre une telle mise en garde au sérieux. Quant à Voldemort, Drago s'est souvent posé la question. Lorsqu'il parlait avec son père, à l'époque, savait-il déjà qu'il finirait par le détruire? A-t-il un jour ressenti pour lui, ne serait-ce qu'un instant, un sentiment approchant de l'amitié? Drago reprend ses esprits. Il n'obtiendra jamais de réponse à ces questions, et il ne devrait pas s'en préoccuper. Il ferait mieux de penser à ce qu'il doit écrire, maintenant qu'il a lu tous les documents qu'il avait en sa possession. Il contemple les innombrables liasses de parchemin qui recouvrent la table et pousse un long soupir. De toute évidence, il ne peut pas tout raconter. Il ne peut pas rendre compte de toutes les vies perdues, de toutes ces tragédies, de toutes les atrocités commises par son père et ses complices. Ce serait bien trop long et, de toute évidence, trop douloureux. Le regard de Drago se pose alors sur le journal rose et fané, oublié sur le bord de la table, enseveli sous quelques articles de journaux. Il en oublierait presque sa mère, tant elle était indifférente à la guerre qui se jouait au dehors. Drago tend la main, ouvre le journal, parcourt les quelques pages qui racontent avec consternation la destruction du pensionnat Wimbley, puis les accusations insultantes de l'oncle Orion à son égard. Et en lisant la suite, il se sent envahi par une vague de tristesse. En effet, dans les pages suivantes, il n'est question ni d'Orion, ni du pensionnat Wimbley, ni même de la guerre. En lisant ces pages, on pourrait croire qu'elle s'est interrompue. Non, sur ces dizaines de pages monotones et désespérées, des phrases se répètent à l'infini, toutes tendues vers la même espérance. Quand aurai-je enfin un enfant? A-t-elle écrit d'innombrables fois, s'accusant d'être une incapable, d'être maudite, relatant tous ses espoirs irrémédiablement déçus, à tel point que le cœur de Drago se serre devant tant de désarroi. Pendant presque 3 ans, Narcissa ne s'est préoccupée de rien d'autre, pas même de Bellatrix, de Régulus ou de la famille Goyle, sans se douter une seule seconde que les meilleurs d'entre eux étaient sur le point de lui être arrachés. Drago se renverse en arrière et se masse la nuque, ankylosé à force d'être penché sur son ouvrage. Puis il remue les doigts, se masse le poignet, reprend sa plume et se remet au travail. Il faut avancer, assembler tous ces souvenirs, combiner ces grains de poussière, leur redonner une forme, un ordre, un sens, même si tout cela n'en a peut-être jamais eu. Il tente malgré tout, avec un espoir qui semble parfois vain, d'expliquer à son fils ce que lui-même a longtemps cherché à comprendre, de répondre à leurs questions trop longtemps contournées, et de peut-être, sait-on jamais, commencer à réparer ce qui semble irrémédiablement détruit.